Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre format, les matinales RSM, ce sont des webinaires le vendredi matin qui nous permettent d'aborder l'actualité de vos entreprises, qu'elles soient sociales, fiscales, financières ou RH. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet cybercompliance et cette fois-ci, aujourd'hui, cybercompliance, l'autre métier du RSSI. Avant de rentrer dans le vif du sujet, très rapidement, quelques mots sur le réseau RSM, cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Alors, RSM, en France, nous sommes un réseau de proximité. Nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes également un réseau présent à l'international puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil et nous sommes présents dans plus de 120 pays. Nos différents métiers nous permettent de couvrir un large spectre de sujets concernant vos structures et donc de vous apporter les éclairages nécessaires. Je n'en dis pas plus et je vais tout de suite laisser la parole à nos experts du sujet pour vous faire cette présentation. N'hésitez pas bien sûr à poser vos questions dans le chat et nous prendrons un temps en fin de présentation pour y répondre. Bonjour à tous. Voilà, je reviens sur cette page qui nous permet à Jocelyn et moi de nous présenter brièvement. Je suis Jean-Philippe Isman, je suis donc associé chez RSM. Depuis 2011, j'interviens sur les problématiques de gestion des risques, de sécurité et également tout ce qui est lié à la transformation, le lien entre la transformation et les risques chez RSM. Et j'ai également le bonheur d'être administrateur de l'ISACA AFAI, donc l'association d'audit informatique, au sein de laquelle je suis formateur pour les certifications CISA, l'audit informatique, c'est risques, la gestion des risques informatiques, et puis CISM, donc ce qui va également toucher le RSSI. Donc j'ai le bonheur d'avoir des RSSI en certification très régulièrement. Et juste pour terminer, ça fera le lien, je suis certifié ISO 27001 Lead Auditor. Très bien, Jocelyn Gagnon, je suis associé chez RSM également, en charge des activités de digitalisation des fonctions de contrôle et de conformité. Et donc aujourd'hui tout à fait particulièrement intéressé par la capacité de vous accompagner dans la digitalisation des fonctions de contrôle et surtout de reporting de compliance qui vont apparaître totalement nécessaires dans le cadre des évolutions réglementaires autour de la sécurité de l'information dont nous allons débattre aujourd'hui. L'idée, c'est qu'effectivement, nous animons avec Jean-Philippe l'offre spécialisée en IT et Risk Advisory d'RSM, donc une offre qui va vous permettre d'aborder en fait l'ensemble des problématiques relatives à la gestion des risques au sens large, à la capacité aussi à établir la conformité, les politiques de contrôle des entreprises et bien entendu un focus particulier sur l'IT gouvernance puisque nous disposons de toutes les compétences nécessaires pour pouvoir réaliser des missions d'accompagnement, d'audit, de contrôle autour de ces thématiques-là, donc avec des experts en cybersécurité, des auditeurs certifiés comme l'a précisé Jean-Philippe tout à l'heure, et puis un support en termes d'outils grâce au déploiement de digitalisation de la fonction, des fonctions de contrôle et de conformité. Nous en dirons plus longuement tout à l'heure. Pour vous donner un petit peu la trame de notre présentation aujourd'hui, dans un premier temps, je vais m'attacher à rappeler en fait le contexte, ce dont on parle en fait, c'est-à-dire qu'est-ce que l'IT governance, qu'est-ce que la gouvernance de la sécurité, quelles sont les grandes réglementations, ce qui concerne les entreprises aujourd'hui, et bien sûr les impacts. Et puis dans un second temps, justement, on s'attachera, et en particulier Jocelyn, à expliquer comment on met en œuvre de manière plus pragmatique ces choses-là, comment on peut les digitaliser. Donc je commence tout de suite par un rappel, sans doute, mais déjà se dire qu'est-ce que la gouvernance informatique, puisqu'on parle de cybersécurité, on parle de RSSI, on parle aussi de compliance.
je voudrais que les choses soient parfaitement claires. L'objet ici n'est pas spécifiquement de parler de cyber dans le sens faire du pen test ou faire du ethical hacking ou des choses comme ça, hein. Bien entendu, on en parlera et ça fait partie d'un tout, c'est-à-dire que pour répondre aux enjeux de management, de stratégie de l'entreprise, il nous faudra user de ces outils. Mais il faut prendre véritablement de la hauteur, c'est pour ça qu'on parle de gouvernance, c'est pour ça qu'on parle également de stratégie, et donc il est, à mon sens, essentiel de rappeler ici que la gouvernance IT, c'est le cadre de gestion, hein, de management de l'ensemble des ressources qui sont liées en fait à l'IT, aux technologies de l'information dans une organisation. Donc deux objectifs véritablement majeurs, atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise. On parlera tout à l'heure de DORA, de NIS, de réglementation. On parlera également de normes. Oui, alors il y a des enjeux de marché, des enjeux contextuels, de secteur, mais avant tout l'entreprise, l'organisation a ses enjeux stratégiques propres pour elle et en lien avec les autres. Et bien évidemment, les enjeux stratégiques, les objectifs stratégiques, ils sont fondamentaux, mais vous l'avez compris, elles ne peuvent pas être abordées sans tenir compte de tout ce qui va, tout ce qui peut porter préjudice à l'organisation, hein, puisqu'il en va de sa résilience, de sa continuité, tout simplement de son existence. C'est notre sujet aujourd'hui, hein, atteindre les enjeux stratégiques, mais également se protéger, être conscient de ce qui se passe et ne pas mettre en place des choses qui seraient également inutiles. Donc là, on est vraiment sur la partie gouvernance informatique et vous retrouvez un petit schéma à côté qui reprend des grands référentiels. Donc on parlera bien sûr du référentiel COBIT, qui est un référentiel de l'ISACA, donc qui est un référentiel qui traite, certains diront, de l'audit informatique, d'autres diront plutôt du contrôle interne informatique ou encore du management informatique. Donc comment je vais mettre en place un certain nombre de mesures dans mon entreprise, comment je vais organiser les choses, comment je vais mettre des points de contrôle dans mon entreprise. On va avoir CMMI, donc sur l'accompagnement, sur le développement, la gestion de projet, la maturité informatique. ISO, qui va nous accompagner également, jusqu'à maintenant, on disait les best practices, hein, quelles sont les mesures de sécurité, notamment si on parle d'ISO 27001, je dois mettre en place. Et puis ITIL, qui sera orienté là aussi sur tout ce qui est libéré, service informatique, donc pour une DSI, comment je vais organiser mon IT. Et vous retrouvez les grandes thématiques que sont autour de ce schéma, bien sûr ma stratégie d'entreprise, bien sûr ma gestion budgétaire, la veille technologique, l'organisation, la sécurité, la gestion des ressources, donc tout ce que l'entreprise d'un point de vue IT va être amenée à gérer. Et donc pour justement pouvoir planifier les choses, pouvoir faire des acquisitions, pouvoir surveiller jusqu'à gérer les risques et bien évidemment être en conformité avec un certain nombre de règlements. Donc ça c'est la vue, on va dire, générale de la gouvernance informatique, en tout cas une des vues. Maintenant si on zoome sur la sécurité qui va nous intéresser davantage, puisqu'on est aujourd'hui à propos de la compliance, donc de la conformité en matière de sécurité, en matière de continuité. Faisons un pas de côté. La gouvernance de la sécurité informatique, elle est évidemment essentielle dans cette gouvernance IT, et j'allais dire dans la gouvernance de l'entreprise. Et on va se concentrer particulièrement sur la protection des données, la donnée qui est aujourd'hui au cœur du réacteur, hein, qui est un objet depuis bien longtemps essentiel, mais qui est 1000 fois mieux managé qu'avant, il est devenu un enjeu fondamental. La protection des systèmes, donc qui gèrent à la fois les opérations, qui véhiculent nos données évidemment, et puis cette conformité aux réglementations, on va en reparler, hein, donc qui vient s'imposer aux entreprises, mais qui constitue également une véritable opportunité, je vais en reparler derrière. Donc la sécurité IT, elle assure là aussi la gestion stratégique et puis la sécurité des actifs informationnels, c'est-à-dire l'ensemble de l'information qui constitue la valeur, une valeur fondamentale de mon entreprise. Alors,
Pourquoi assurer cette sécurité informatique? Reprenons les grandes thématiques et on les retrouvera dans les enjeux du législateur à travers les directives et la réglementation. On les retrouve entre les mains des normalisateurs, si je puis dire, hein, si on parle d'ISO ou du référentiel NIST, référentiel américain, du NIST CSF. Donc, garantir la continuité de l'activité de l'entreprise. Et si on prend, là encore, de la hauteur, on peut parler de la continuité, la préservation d'un secteur, la préservation d'une filière, la préservation d'un écosystème. Protéger l'information et le patrimoine de l'entreprise, bien évidemment. Se prémunir contre la perte des données, notamment la perte des données qui serait impossible à reconstituer. Prévenir la divulgation des données, donc on est davantage sur des logiques de confidentialité. Il y a la donnée que je ne peux pas reconstituer parce qu'elle est essentielle pour moi, mais il y a également sa diffusion parce que je la porte pour moi, mais également potentiellement pour des tiers. Éviter l'altération des données, puisque j'ai besoin d'avoir des données fiables sur lesquelles on puisse s'appuyer, sur lesquelles je puisse reposer mes transactions avec les différentes parties prenantes, hein, dans une logique de système d'information des organisations étendues, comme il est dit dans la littérature. Le respect des lois, et lois, réglementations, on va en reparler derrière. Et puis, bien évidemment, l'enjeu fondamental, et c'est un atout, là aussi, quand on traite de la sécurité, c'est de préserver son image de marque, voire se différencier. Alors, dans certains cas, quand c'est imposé par le marché, il est essentiel justement de se conformer pour pouvoir opérer sur un marché, mais de bien faire les choses, de se conformer au plus haut standard, c'est différenciant et ça permet là aussi d'être plus compétitif, ou en tout cas d'avoir une meilleure image vis-à-vis des autres. Alors, juste un petit zoom, puisque sur la transformation, qui aujourd'hui est essentielle, il est essentiel en tout cas d'en tenir compte, puisque la sécurité, c'est pas uniquement je mets du contrôle interne pour me protéger et puis pour gérer mes opérations. Il y a une accélération de la transformation des entreprises depuis maintenant, depuis longtemps, mais il y a une véritable accélération autour de la donnée, autour de la digitalisation. On peut parler d'intelligence artificielle. Et on souhaitait en parler ici, simplement rappeler qu'il y a un lien fort entre tout ce qui est cybersécurité et transformation. Si j'accélère ma vitesse, j'ai besoin de me sécuriser encore plus. Et là aussi, le législateur l'a parfaitement entendu et compris, et c'est pour ça qu'il a fallu réagir. On parlera de DORA sur le secteur financier, de NIS sur des secteurs dits essentiels, on peut le dire comme ça. Le législateur sait que ces transformations imposent plus de sécurité. Donc, ce contexte de transformation, il embarque des dématérialisations massives des systèmes, avec des mouvements vers le cloud notamment, ou des choix technologiques qui sont forts et engagés. L'explosion de l'IoT, il y a énormément de secteurs dans lesquels ces objets connectés vont proposer des risques, en tout cas des approches différentes, il faut aussi savoir les adresser. L'accumulation de données, il y a de la donnée, il y a toujours eu de la donnée, mais il y a de la donnée qui vient de partout et qui sont dans des environnements multiples et protéiformes, hein, et donc ça, il faut savoir l'embarquer. Et puis une place, si ce n'est grandissante aujourd'hui, enfin elle est grandissante aujourd'hui et on sait qu'à terme elle sera significative, de l'intelligence artificielle qui va venir là aussi modifier fortement l'environnement, il faut s'y préparer. Donc il est essentiel de penser security by design, c'est-à-dire le RGPD nous disait privacy by design. Je pense les choses dès leur conception, en termes de sécurité, il faut les prendre très très en amont, en concevant des systèmes de gouvernance qui sont forts et évolutifs. Alors, l'opportunité sous contrainte, la sécurité des systèmes d'information, oui, encore une fois, en tant que dirigeant d'entreprise, je veux me sécuriser parce que je tiens à mon entreprise, je veux qu'elle continue à exister, je veux pouvoir effectivement garantir sa résilience. J'ai des contraintes réglementaires, et donc c'est un cercle vertueux. Ces contraintes réglementaires m'amènent justement, me donnent une opportunité parce qu'elles vont me proposer un cadre, et souvent cette contrainte, cette pression, justement, elle est bénéfique pour moi, pour mon secteur. L'interopérabilité, les échanges en termes de sécurité, en termes de bonnes pratiques, de normes, de veille, de surveillance sont bénéfiques. Donc on sait, encore une fois, que les démarches de sécurité sont
normées, en tout cas des propositions de normes sont faites à travers ISO, NIST ou d'autres référentiels. Là, on va avoir pas seulement des propositions de cadre, on va avoir justement des contraintes. Et donc, c'est à ce titre que le RSSI, c'est l'intitulé de notre webinaire, c'est le RSSI devient non seulement garant de la sécurité et du respect de bonnes pratiques, mais il doit gérer de la compliance. Il est contraint très fortement, comme il l'était par le RGPD, comme il était déjà dans certains secteurs par NIS version 1, si on peut dire. Il est contraint par la directive NIS 2 et par DORA, sur lequel je vais zoomer avant de rentrer et de passer la main à Jocelyn sur des considérations plus pratiques de mise en œuvre. Donc, pour se rappeler les choses, si on prend NIS, donc Network and Information System 2, la version 2, c'est une évolution déjà, c'est une directive, donc ça nécessite, vous le verrez dans les plannings, une traduction au niveau de chacun des pays. Et cette directive, elle a un objectif fort qui est supra aux organisations, hein, c'est de venir homogénéiser le niveau de cybersécurité global à travers les pays de l'Union européenne. On ne prend pas le problème uniquement au niveau de l'entreprise, on le prend au niveau de l'ensemble des pays. Et donc, l'objectif, c'est justement d'avoir un plus haut niveau de maturité en matière de sécurité numérique. Les grandes évolutions, pour l'avoir en tête, puisque une des questions qui vient souvent, c'est est-ce que je suis concerné ou pas? Alors, vous retrouverez les annexes facilement sur les sites de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, notamment. Il y a pas mal de littérature sur le sujet. On est dans une phase intermédiaire où les choses sont en train de se préciser, mais on sait déjà qu'avant, on avait des opérateurs de services essentiels qui étaient ciblés sur la santé, l'énergie, le transport, la banque, etc. Et en fait, les périmètres se sont étendus et précisés. Alors, pour prendre un exemple, dans la philosophie, avant, on avait on allait les hôpitaux, mais on n'avait pas toute la chaîne de valeur du secteur santé avec la distribution des médicaments, la production. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'imposer sur l'ensemble des secteurs cruciaux des bonnes pratiques en matière de sécurité. Et ces bonnes pratiques, elles sont très peu... les principes sont détaillés, mais on va pouvoir s'appuyer, par exemple, sur des normes comme ISO 27001, où on va traiter véritablement de points sur la crypto, sur la gestion des mots de passe, sur la sécurité au niveau des RH. Et NIS va imposer de définir les responsabilités. C'est pour ça qu'on parle de gouvernance. Donc, les entreprises justement qui sont concernées sont les entreprises de plus de 50 salariés réalisant plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires dans les secteurs qui sont concernés. Et on ne parle plus d'opérateurs de services essentiels, on a une notion d'entité essentielle ou d'entité importante avec des contraintes qui seront différentes, précisées, là encore, courant 2024, puisque vous verrez le calendrier, la directive sera traduite en 2024. Et donc des sanctions qui, comme vous pouvez le voir, sont très proches de celles du RGPD, 10 millions d'euros d'amende, 2% du chiffre d'affaires mondial, c'est le montant le plus élevé qui sera retenu. Voilà, donc en termes de mesures, puisque c'est ça aussi qui va nous intéresser, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en œuvre? Donc il y a il y a les mesures à minima, les mesures minimum à droite. Donc on va devoir définir une politique relative à l'analyse des risques, la PSSI, la politique de sécurité des systèmes d'information, la gestion des incidents, bien entendu tout ce qui est plan de continuité, plan de reprise, sécurité à l'acquisition, évaluation des mesures de gestion des risques cyber, les politiques liées à la crypto. Donc vous voyez, tous ces éléments sont très proches de ce qu'on va retrouver dans notre catalogue ISO 27001, qui va nous permettre justement de véritablement mettre en œuvre ces mesures en les listant. Et puis, l'enjeu principal, c'est d'avoir des mesures qui sont en lien avec mes risques réels. Donc ça, c'est... on a switché un tout petit peu. Et ça, on en reparlera après. Je vous ai remis pour la culture les nouveautés de NIS 2. Donc, il y a des nouveaux enjeux en termes de gouvernance, en termes de compliance. C'est le signalement des incidents de sécurité. On l'avait déjà dans le RGPD. Il y a un signalement des incidents à l'ANSSI sous 24 heures avec un complément de rapport. Ça, c'est nouveau. Et évidemment, si l'entreprise n'est peut-être pas prête à le faire, il va falloir que là, elle s'organise. Jocelyn vous en parlera, on va digitaliser. Pour ça, il faut l'organiser avant. On a la gestion des risques cyber.
Donc, la formation des décideurs à la gestion des risques, ça, c'est de la gouvernance, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les choses à la main d'experts ou de responsables sécurité. On veut remonter ça, et ça fait des années qu'effectivement, c'est dans les bonnes pratiques, mais là, on le normalise, c'est dans la compliance, on veut que les décideurs soient formés à la gestion des risques. On veut obliger le corps managérial à contribuer au processus de validation de mesures de gestion des risques. C'est bien le dirigeant, c'est bien les instances dirigeantes qui se préoccupent de ça et qui en sont responsables. Des tests et des audits de sécurité. Donc, on impose des tests et des audits pour savoir si tout va bien, avec des tests d'intrusion, des scans de vulnérabilité, pour évaluer l'efficacité de ce qu'on a mis en œuvre. Et puis, il y a une nouveauté également sur la supply chain, donc démarche de due diligence sur la chaîne d'approvisionnement. C'est un zoom qui a été souhaité par le législateur, notamment via l'étude des pratiques de cybersécurité en vigueur, avec les fournisseurs et les prestataires de services, parce qu'on veut travailler en filière, on veut travailler en écosystème. On est ce que les anglo-saxons appelleront vraiment un travail sur la base d'un stakeholders mapping. Donc, je comprends tout ce qui m'entoure et je laisse pas de trous dans la raquette. Jocelyn prenait cette image hier lorsque nous en discutions encore. Tu parlais, je crois, de ligne... comment tu appelles ça? Tu expliquais justement que on pouvait se défendre, on pouvait organiser les choses, mais que s'il y avait un trou dans la raquette, on laissait tout passer à côté. Tu reprendras cette image, j'en suis sûr. Oui, on parlait de la ligne Maginot, on a révisé nos cours d'histoire ensemble. Exactement, mais toi, j'ai encore besoin de réviser. Mais c'est un enjeu fort, c'est-à-dire il y a ces deux choses qui sont, je peux mettre plein de mesures en place et me faire contourner parce que j'ai mal défini les choses, j'ai pas regardé complètement mon environnement, je ne suis pas conscient de ça. Et il y a le deuxième phénomène, c'est que je suis dans mon château fort, mais je ne sais pas qui m'attaque, je ne suis pas conscient de ce qui m'arrive. Donc toutes ces choses-là, le législateur là nous les impose, puisque c'est un des enjeux, c'est cette conscience, cette vigilance et bien sûr la mise en place de moyens. Je rappelle rapidement DORA, puisqu'il est essentiel, et surtout, il est fondamental pour le secteur financier. Le Digital Operational Resilience Act. Son enjeu, c'est la cyber, bien sûr, mais prioritairement, c'est la résilience. C'est comment je m'assure que mon secteur financier, que mes entreprises du secteur financier, les organisations, continuent à fonctionner. Évidemment, la sécurité est une problématique première. Donc, renforcer la résilience opérationnelle. Pour les spécialistes de la compliance dans les marchés financiers, dans les secteurs financiers, la littérature, depuis toujours, nous parle très peu d'IT, de contrôle interne, même si c'est au cœur. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que ce n'est pas central, c'est fondamental, mais souvent l'IT ou la sécurité est traduite par résilience opérationnelle, parce que c'est les opérations qui sont essentielles, et l'IT découle de ça. Que ce soit dans Solvency ou dans BAL, c'est traduit de cette manière-là. Donc le rôle de DORA, c'est de s'assurer que les entités financières soient en mesure de résister et continuer à fonctionner, même en cas de cyberattaque. Et donc on va parler de disponibilité et d'intégrité, bien évidemment, de manière centrale. Les acteurs concernés, on pourra plus parler d'exceptions, je ne les citerai pas ici, mais on a les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, le paiement, les assureurs, réassureurs, donc tout ce qui est financier, avec 5 grands piliers. Donc la gouvernance IT, bien sûr. Comment je vais gérer, quels sont les rôles et responsabilités. Là encore, on veut que le dirigeant, que ce soit géré au plus haut niveau. Le partage d'informations, que ce ne soit pas des informations sur la sécurité qui restent dans un coin. Donc je dois mettre en place des processus pour ça. La gestion des risques, mon dispositif de gestion des risques est central, identification des risques, animation des risques, mise à jour des risques. Donc tout ça est évidemment à dynamiser. Les tests de résilience, c'est-à-dire j'ai mis en place, mais je regarde si ça fonctionne. Et puis mes rapports d'incident, je dois aller me tourner vers le régulateur pour informer. Un point sur DORA. DORA, en fait, est l'opportunité, comme Nice, d'urbaniser tous mes systèmes de gestion de risque. C'est-à-dire que j'avais déjà pas mal d'obligations sur ces différents secteurs. Ici, c'est comment je peux mettre en place quelque chose de plus ramassé, plus efficace, et pas 25 systèmes de contrôle en parallèle, ce qui me permet justement de passer la main à comment on fait ensuite à Jocelyn. Simplement un mot sur le calendrier, vous verrez, c'est demain.
C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet à venir. Beaucoup de gens que nous rencontrons nous disent « oui, c'est pas encore ». Alors, c'est comme sur le RGPD. Finalement, il y a des gens qui se disent oui, mais c'était bien de s'y prendre un peu plus tôt parce qu'il y en a qui couraient devant. Et ce n'était pas uniquement une contrainte réglementaire, c'était aussi un enjeu de performance. Si je me mets en qualité dès maintenant, eh ben, je serai beaucoup plus réactif demain. C'est le lien entre, justement, c'est le stress pendulum entre ma conformité et ma transformation, ma performance. Donc, si vous regardez bien, ce que l'on vous indique gentiment, c'est qu'il est urgent de ne pas tarder, urgent de commencer à vous mettre en conformité. Ça, c'est une chose, à travailler là-dessus, ou en tout cas à optimiser vos systèmes, les urbaniser, et bien sûr, on ne pourra que vous inviter à les digitaliser pour les rendre le plus efficaces possible. Donc ça aussi, il faut un certain temps. Il ne s'agit pas uniquement de poser un outil tout fait, il faut le concevoir, c'est un projet entier à gérer. Jocelyn, je te passe le micro. Merci Jean-Philippe. Effectivement, on voit bien que ce calendrier, il peut paraître assez long, il est en réalité très très court. Tu fais le parallèle avec le RGPD. On est dans une situation qui est peut-être un petit peu différente, c'est-à-dire que le RGPD, avant le RGPD, il n'y avait pas grand-chose. Il y a eu un day one du RGPD le 18 mai, 15 mai 2018, je sais plus, ça fait longtemps déjà. Là, ici, on parle de mesures de gestion des risques, de prévention, de précaution, de protection, de réaction à l'incident, de sécurité de l'information. Finalement, des choses que vous avez d'ores et déjà intérêt à faire et que vous faites sûrement déjà. Mais peut-être qu'en partie. On va reprendre la métaphore de la ligne Maginot. Nos clients nous demandent souvent est-ce que les digues qui protègent mon entreprise sont suffisamment solides? Oui, peut-être les digues que l'on va tester à un instant T vont être solides, mais que se passe-t-il si l'attaquant les contourne? Est-ce que c'est pas plus simple d'arriver à bon port pour lui en adoptant une voie? Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place des dispositifs qui vont nous permettre de nous assurer, tant que faire se puisse, qu'on n'a oublié personne dans la démarche et qu'on est bien passé sur l'ensemble, en tout cas des risques prioritaires, et qu'on a pu hiérarchiser du coup les moyens qu'on va mettre en œuvre pour assurer cette conformité. Donc c'est un volet conformité parce que, comme vous l'a annoncé Jean-Philippe, on est sur une réglementation qui impose à finalement beaucoup d'entreprises, en diversité de secteurs, mais qui impose à beaucoup d'entreprises en nombre, mais aussi qui impose à beaucoup d'entreprises en termes de taille. C'est-à-dire que même si je suis pas très gros, j'ai finalement toutes ces obligations-là. Et puis ça se comprend bien, puisque comme tu l'as dit Jean-Philippe, on est dans une problématique d'écosystème. Donc le maillon le plus faible va emmener l'ensemble de son écosystème. Donc moi, petit fournisseur, qui ne m'estime pas très menacé, pas très menaçant pour mon environnement, je suis peut-être un vecteur plus simple à attaquer que la muraille des grands groupes pour lesquels je travaille. Voilà, donc on a du coup théorisé, construit l'IT Risk Management, donc la science de la gestion des risques plutôt orientée IT, l'IT Governance qui va avec, donc peut-être quelques mots pour préciser un petit peu tout ça. La gouvernance, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est avant tout définir un cap, c'est se donner une stratégie, c'est savoir où on veut aller. C'est également définir les moyens que l'on va mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est vrai, de la grande stratégie de l'entreprise, de la petite stratégie de protection de l'entreprise, on va retrouver tous ces grands axes-là. Et puis, forcément, pour aller sur notre route, pour aller à l'objectif, on ne manquera pas de croiser des vents contraires, des gros temps qui vont nous faire dévier de notre route, qui vont nous ralentir peut-être.
et qui sont autant de risques en fait qui vont peser sur le déploiement de notre stratégie. Les risques, c'est quelque chose qu'on entrevoit, c'est parfois malheureusement une réalité très concrète, et comment allons-nous agir lorsque non pas l'abysse mais le risque fut venu, eh bien on va passer à des processus de gestion de crise. Donc plus on est préparé à la gestion de crise, plus on est capable de ressortir avec un esquif qui flotte encore, moins on est préparé, plus on a de chances d'y voir broyer nos vaisseaux. Et donc, dans cette démarche en fait d'IT governance, on va permettre de gérer ces crises, de suivre ces crises, et puis on a rajouté du coup, du fait de ces évolutions réglementaires, de ces innovations réglementaires, la capacité aussi à démontrer notre conformité, à ne pas passer pour des pirates, et à montrer qu'on exerce dans un cadre qui est un cadre salubre et qui est un cadre conforme à la réglementation. Voilà, donc c'est ce à quoi on va s'attacher lorsqu'on va digitaliser votre IT governance. Alors pourquoi on digitaliserait notre IT governance? Le plus simple, c'est quand même de donner la parole à ceux qui l'ont pas fait et qui l'ont un peu payé. Donc quelques objections qu'on trouve parfois. Hein. Donc la première, j'aime beaucoup, un de mes clients me dit, vous savez, moi, Monsieur Grignon, je fais du fromage, donc mes risques cyber, bon, c'est pas ce qui est prioritaire chez moi. Et malheureusement, il a appris à ses dépens que oui, les risques cyber pouvaient paralyser son entreprise et lui coûter fort cher. Puisque la capacité à revenir à la normale, à remettre en œuvre ses usines et à être en capacité de livrer à ses clients a été fortement impactée. Sur le même cas d'usage, cas de figure, on voit bien aussi à quel point l'écosystème est très important et l'impact qu'a un désastre dans une entreprise peut vraiment rebondir sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et sa chaîne d'approvisionnement. Et la réglementation, notamment NIS 2, insiste beaucoup là-dessus, sur de la gestion des tiers. Donc, gestion des tiers, on l'a dit tout à l'heure, ça vous rappelle des choses, ça vous rappelle forcément le RGPD. Si vous êtes très versé dans la compliance, ça va vous rappeler Sapin 2. Si vous êtes directeur juridique, ça va vous rappeler votre devoir de vigilance. Donc, on est dans une logique où finalement, ces sujets d'IT governance qui sont historiquement traités par des RSSI, par des DSI, viennent rejoindre des préoccupations globales de l'entreprise. C'est ce que je voulais mettre en avant en faisant un peu le parallèle gouvernance et NIS 2. On a bien entendu des objections sur le caractère un peu documentaire qu'imposent ces réglementations, puisque l'idée c'est de suivre la réglementation et notre capacité de démontrer notre capacité à la respecter. On voit souvent, y compris en mettant en place le dispositif, on a parfois du mal à trouver les éléments de preuve, à trouver les traces qui vont nous permettre de documenter et de justifier notre conformité de manière fiable. Cette absence de traces est souvent d'ailleurs le témoignage d'une absence ou d'une inefficacité d'un certain nombre d'éléments de prévention ou de précaution qui sont prévus par cette réglementation. Donc, en soi, le fait que ce soit un truc de gras de papier, on s'en rend compte à chaque implémentation. On voit bien la raquette et le fait d'adopter une architecture logicielle, une solution technologique qui va nous aider à supporter cette démarche-là, va nous permettre de combler les manques. Retour très traditionnel, plus vous rajoutez de couches de contrôle, de conformité, plus les opérationnels sont sollicités. Et c'est finalement toujours sur les mêmes que les questions sont posées, que les obligations de documentation vont venir peser.
Et donc, on a autour de ces démarches-là, à chaque apparition d'une nouvelle réglementation, eh bien, des opérationnels qui s'inquiètent en disant, bah là, vous venez encore me poser des questions supplémentaires, on vient encore me pondre un nouveau questionnaire pour pouvoir habiliter mon fournisseur, valider notre entrée en relation. Ça complexifie encore le processus, ça retarde ma capacité à commander, à choisir mes partenaires, ça retarde ma capacité à délivrer. Donc là aussi, c'est un atout considérable lorsqu'on va venir digitaliser ces obligations-là, eh bien, c'est de les rendre les plus rapides possibles à exécuter, et puis c'est de les rendre, si possible, le plus indolore possible pour les opérationnels. Comme on l'a déjà dit, il y a des porosités entre la réglementation NIS 2 et le RGPD d'une part et SAPin 2 de l'autre. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur des outils, pourquoi pas des outils d'IT gouvernance qui vont nous permettre d'aller un peu au-delà de la gestion des risques liés à la sûreté de l'information et à la sécurité de l'information. Voilà, on va pouvoir aussi, on va le voir tout à l'heure, très largement embarquer d'autres démarches complémentaires. Donc les deux qu'on a cités, SAPin 2 et RGPD, mais également les démarches d'audit interne, de contrôle interne et de gestion des risques plus largement. L'intérêt étant d'arriver à fédérer finalement toute l'entreprise sur une démarche qui soit une démarche partagée, appuyée sur des outils cohérents, si possible les mêmes, ce qui crée des bonnes habitudes, et surtout qui permet d'éviter les doublons de saisie, les doublons d'interprétation et les complexités quant à la hiérarchisation des risques. Et le dernier point, bah, on l'a tous vécu il y a quelques temps maintenant, mais on a tous survécu plutôt bien à la pandémie, alors que on parlait de risques que personne n'a vu venir, et en un claquement de doigts et beaucoup d'énergie, notamment cyber, eh bien, les entreprises ont quand même globalement réussi à faire face. Et donc, d'aucuns tiennent encore le discours de dire, finalement, la gestion des risques, c'est le quotidien d'entreprise, c'est le quotidien, mais face à l'émergence du risque, et pas trop besoin de chercher à prédire, de chercher à garder de la hauteur de vue, puisque aujourd'hui, dans un monde qui bouge beaucoup, dans un environnement chaotique, rien ne garantit que ce qu'on va prévoir va se réaliser. Ça se discute. Maintenant, on voit aussi que les organisations qui sont les mieux préparées, forcément réagissent beaucoup mieux, et les transformations et les adaptations leur coûtent beaucoup moins cher. Voilà, donc les principes, c'est de se dire, pour pousser ces réglementations-là, notre conviction à nous, c'est rien ne sert de sortir un énième outil dédié à cet environnement-là. On va plutôt avoir une démarche qui va être une démarche globalisée pour qu'elle soit le plus cohérente possible et la plus efficace possible, qu'elle ne nécessite pas des travaux en parallèle et qu'elle permette de s'appuyer sur vraiment tous les éléments de contrôle et de conformité nécessaires. D'un point de vue concret dans la vie du RSSI, par exemple, on va voir que rendre compte, donc là on a des obligations réglementaires poussées par le régulateur, bien sûr, mais c'est déjà quelque chose qui normalement est dans sa culture, puisque à tout moment, ça hiérarchie bien sûr les risques de sécurité de l'information et les cyber-risques notamment, sont toujours cités comme étant les risques les plus importants perçus par les conseils d'administration, par les directions d'entreprise. Donc c'est essentiel aussi que la filière de sécurité puisse avoir un dialogue qui soit un dialogue qui rompe un peu le dialogue de technicien, enfin de la tentative de dialogue du technicien vers le béotien. Et les efforts en matière d'IT governance vont permettre d'encadrer et d'animer ce dialogue-là et de faire beaucoup de progrès à vos directions d'entreprise, à vos boards, à vos conseils d'administration, en étant en disposant de prises de courant et de prises d'informations beaucoup plus lisibles et en plus complètement alignées sur une réglementation externe.
La notion d'écosystème est très importante puisque dans bien de nos entreprises clientes, la nécessité de se structurer et de démontrer cette structuration vient souvent de l'écosystème, vient souvent des clients eux-mêmes. Des entreprises de taille moyenne sont fournisseurs de grands groupes qui, eux, imposent des standards à leur chaîne d'approvisionnement. Et on voit que la réglementation va encore renforcer ce phénomène-là, qui a été bien introduit, notamment par le RGPD, par Sapin 2 aussi, avec toute la problématique de gestion des tiers. Voilà, donc un métier quand même au centre d'un certain nombre de regards, et pour lesquels, on le voit bien, on va se retrouver avec des interlocuteurs très différents, multiples, les partenaires, les clients notamment, et la capacité à devoir rendre compte à tous ces gens-là des mesures de sécurité qui sont mises en œuvre dans l'entreprise, et à piloter en fait les indicateurs de ces différentes mesures. On se retrouve très vite dépassé. Là, on peut citer quelques exemples du coup d'actions tournées conformité. On a pris quelques-unes sans réelle hiérarchie, mais typiquement là, on va réaliser des auto-évaluations internes des contrôles de sécurité de l'information. Ça, c'est une opération qui est pas forcément facile dès lors que vous êtes multisite, multinational en plus. Donc, d'avoir la capacité à déployer très rapidement un questionnement pour vous assurer que vos politiques de sécurité sont correctement déployées. D'abord en auto-évaluation, donc en demandant à l'opérationnel ou aux correspondants locaux de sécurité de s'exprimer sur leur propre capacité à garantir ces aspects-là. C'est des choses qui deviennent et qui sont extrêmement complexes dès lors qu'il s'agit d'envoyer un fichier Excel à 60 personnes et puis d'en gérer la centralisation. Mettre en œuvre un screening des risques d'entrée en relation, donc plutôt la partie third party management, donc gestion des tiers. Là aussi, vous entrez en relation avec un nouveau fournisseur, avec un hébergeur, avec un partenaire au sens large. Eh bien, l'idée, c'est de s'assurer que son socle de sécurité de l'information est suffisamment robuste et surtout compatible avec le vôtre. Et donc là, ça veut dire que dès l'entrée en relation, donc security by design également, dès que j'initie un projet, dès que je croise ma future relation, eh bien, je vais l'évaluer. Et donc ça veut dire la mise en place d'un certain nombre de processus systématiques. Des processus systématiques dont on peut dire aujourd'hui, on le voit nous en tant que fournisseurs, qui sont loin d'être systématiques. J'ai encore eu hier un appel sur une mission qu'on commence la semaine prochaine du RSSI qui dit mais attendez, moi j'ai pas donné mon accord, j'ai pas donné mon avis, faites-moi voir tout ça. Et donc on est dans une logique où les discussions techniques, les discussions commerciales sont très avancées. Tout le monde attend le démarrage du projet et en l'occurrence là le RSSI, mais c'est vrai dans toutes les fonctions de conformité. Aujourd'hui, on reçoit une pression très forte pour dire que tout va bien. Donc c'est beaucoup de travail fait à la dernière minute, beaucoup de pression. C'est bien entendu un contexte qu'il faudrait arriver à annuler. Donc là, l'idée, c'est aussi de se dire, sur ces screenings-là, ces tests d'entrée en relation, on va les faire dès l'apparition de cette entrée en relation le plus tôt possible, avec le moins d'humains possible pour pouvoir rendre tout ça automatique et extrêmement efficace. On l'a vu tout à l'heure, nombreux sont les référentiels de sécurité de l'information. Dans certaines industries, chaque donneur d'ordre a à peu près son référentiel à lui. In fine, les mesures sont à peu près toutes les mêmes, mais pas tout à fait alignées. Là aussi, c'est intéressant de pouvoir déployer des outils, des méthodes qui vont vous permettre à vous de faire votre évaluation et d'être capable de la traduire dans différents référentiels, y compris dans le référentiel de votre partenaire. On travaille beaucoup dans l'automobile, par exemple. Chaque
filières de constructeurs ont leur standard à eux, et donc selon que vous travaillez avec les Allemands, avec les Américains, avec les Français, eh bien vous allez rendre compte sur la base de référentiels qui posent les mêmes questions, mais qui les ordonnent de manière un peu différente. Donc là aussi, recourir à un outil adapté va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Voilà, donc on va aussi, bien entendu, suivre des risques, mettre en place des métriques. Jean-Philippe évoquait tout à l'heure la notion de tests techniques, technologiques qui peuvent avoir lieu au travers de sondes, au travers de tests, au travers de missions d'audit externe. Là, l'idée, c'est aussi de pouvoir dire, d'avoir la capacité de capter les indicateurs de tous ces gestes techniques pour pouvoir les centraliser dans une espèce de tour de contrôle qui va nous permettre de réagir lorsque le profil de risque va évoluer. Et puis, voilà, donc être en capacité, par exemple, de mener des due diligence, donc dans tout type de projet, de pouvoir envoyer nos sécuristes regarder et donner leur avis sur les projets. Et puis animer un réseau de communication, d'éducation autour des problématiques de sûreté, de sécurité de l'information. C'est extrêmement important. Et là aussi, avoir des outils, un socle technologique qui va nous permettre de savoir où j'en suis, de qui j'ai mis, dans quelle formation et de quel retour j'ai de sa part, mais ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc on le voit autour de toutes ces problématiques-là, c'est de la problématique de CISO, de RSSI, ça peut être de la problématique d'audit interne, ça peut être de la problématique de conformité, et puis c'est toujours très lié finalement à la pratique du DPO. Donc là, on va reconnaître plusieurs métiers en fait en un seul, et donc là aussi, ça va nous motiver lors de notre mission de digitalisation à trouver un outil le plus polyvalent possible, de façon à pouvoir mettre en commun ces lignes de défense, ces travaux de vérification, de documentation et de justification de votre conformité, et puis bien entendu de mise en place et d'animation de plan d'action. Donc les missions qu'on conduit, visent à digitaliser pour sécuriser et pour optimiser. Donc, obtenir un niveau de sécurité satisfaisant et puis l'obtenir pour le prix le moins cher possible, pour l'effort le moins cher possible au travers de ces outils-là. Donc, comment travaillons-nous? Avec quoi travaillons-nous? Donc, dans tout ce qui est technologique, le bon réflexe, c'est d'ouvrir l'article Gartner qui parle de l'industrie qui vous intéresse. Et donc, il existe un Magic Quadrant Gartner pour l'ITRM, l'IT Risk Management, qui classe un peu les solutions du marché aujourd'hui. Et nous, chez RSM, on a choisi de travailler main dans la main avec un éditeur qui s'appelle Diligent sur ce sujet-là. Donc, les produits Diligent plutôt pour les grandes entreprises ou les entreprises lourdement ramifiées. Et puis, la capacité, dans un environnement proche de ce que vous connaissez sur Excel, mais en beaucoup plus sécurisé, la capacité aussi pour les entreprises de taille plus humaine, de travailler avec l'environnement Microsoft par plateforme pour pouvoir structurer cette démarche de manière simple, efficace et agnostique en fait en termes de technologie. Voilà, donc qu'est-ce que ce socle technique Diligent va nous permettre, donc le nom de l'application s'appelle iBond, va nous permettre de disposer d'un environnement de contrôle complet, donc dans lequel on va gérer en fait l'intégralité des mesures de contrôle, d'abord par l'évaluation des risques, donc la capacité à anticiper les vagues qui vont venir nous chatouiller, puis après de piloter des actions de maîtrise. Donc des actions de maîtrise
on va retrouver, pour ceux qui en sont familiers, bien entendu, les 3 lignes de défense, donc des actions de maîtrise au quotidien, menées par des opérationnels, donc qui vont contribuer à informer la filière de sécurité de l'information sur l'état des processus, sur l'émergence des risques. Et puis, un contrôle de 2e niveau, donc de ressort plutôt de contrôles internes, qui vont périodiquement venir vérifier que les contrôles qui sont prévus de manière opérationnelle sont correctement déployés. Et puis, la capacité aussi d'outiller, pourquoi pas, un audit interne qui peut être externalisé, donc qui peut être confié à des spécialistes comme les spécialistes de Jean-Philippe, et qui vont pouvoir venir réaliser les audits et les documenter dans cet outil-là, dans ce socle technique qui va nous permettre de partager l'information. Partager l'information d'identification des risques, l'information d'évaluation des actions de maîtrise, et puis l'information très très importante qui est de gérer l'écart entre l'état de nos protections et les risques que l'on a en face de nous. Donc ces gestions d'écart donnent lieu à la mise en place de plans d'action ou de recommandations, plans d'action et recommandations qui vont nous permettre de faire évoluer notre dispositif de contrôle, de l'ajuster sans cesse et de l'ajuster toujours dans le meilleur sens, donc dans celui qui va minimiser l'impact, minimiser les risques. Voilà. Sur cette même plateforme, on va pouvoir gérer bien entendu les incidents. Alors, les incidents à la fois du micro-incident de sonde de vulnérabilité par exemple. On va pouvoir interfacer l'outil directement à ces sondes-là pour pouvoir récupérer les informations dont on a besoin, notamment en termes de sinistralité très haute. Et puis gérer différents scénarios de crise de façon à anticiper des besoins de continuité d'activité, des besoins de reprise d'activité également. Et puis ce qui est intéressant dans un cercle technique comme celui-là, c'est la capacité bien entendu à rendre compte de toutes les étapes du dispositif de contrôle, donc au travers de tableaux de bord, et également d'animer ce qu'on appelle les cartes de conformité, donc qui vont nous permettre de flécher une action de contrôle ou de gestion des risques sur un ou plusieurs référentiels en parallèle. Donc quand vous faites un contrôle, vous êtes en capacité de rendre compte de son exécution suivant un paradigme ISO 27000 par exemple, suivant un paradigme DORA si vous voulez, ou suivant le référentiel que vous impose un de vos clients par exemple. Voilà, donc une démarche qui va nous permettre d'avoir ce socle-là bien entendu très adapté à l'IT governance, mais qui est un socle, vous l'avez compris, générique de contrôle et de conformité. Donc l'encouragement que l'on fait forcément, vous ne serez pas étonné, c'est de se dire, une fois qu'on a mis en place cette démarche-là pour l'IT governance, c'est très très facile de la généraliser sur votre contrôle interne, sur votre gestion des risques, sur le pilotage de vos audits internes, dans une échelle beaucoup plus large. Voilà. Dernier point sur l'aspect technologique. L'enjeu, c'est d'être capable de collecter l'information. Et donc, iBond embarque un moteur d'analyse de données qui va nous permettre de nous connecter directement sur les sondes, sur les systèmes d'information d'entreprise, pourquoi pas sur l'étape d'habilitation, par exemple, pour pouvoir réaliser un certain nombre de contrôles, remonter un certain nombre d'indicateurs de risque ou de performance et d'être en capacité de les retraiter. Et ces données-là qui sont remontées vont être mises au service des démarches de contrôle. Donc des démarches de contrôle, que ce soit gestion des risques, contrôle interne, audit, RSE, ESG. On vous fera un webinaire bientôt sur l'outillage de la fonction ESG et RSE. Et puis toutes les dimensions de la conformité. Alors, peut-être qu'en attendant, nous avons des questions. Oui, tout à fait. En plus, qui te concernait, Jean-Philippe, puisqu'on a Denis
qui nous disait qu'il a vérifié l'applicabilité de NIS 2 dans les annexes 1 et 2, qu'il lui semble qu'il n'est pas dans le périmètre. En revanche, il est fournisseur d'opérateurs critiques pour qui NIS 2 est applicable. Donc, c'est extrêmement intéressant. Voilà, il demandait si on pouvait lui confirmer s'il est impacté et sur quel périmètre. Il précisait entre parenthèses possibilité de livrer quoi qu'il arrive, contrainte plus large. Très bien. Alors c'est un sujet passionnant, juridique. Pour répondre à la question, 2 éléments me viennent à l'esprit. Le premier, c'est que l'ANSSI, alors là vous avez, Denis, vérifié par vous-même et je ne doute pas de la qualité de votre analyse, mais je voudrais aussi partager que l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité de l'information, a promis, je n'ai pas encore trouvé cet outil, mais a promis oralement, à travers leurs interviews et leurs webinaires, de mettre à disposition un questionnaire ou une solution qui permettrait, avec un certain nombre de questions, de dire comment vous êtes impacté. Est-ce que vous êtes vraiment dans la cible ou pas et comment vous êtes impacté? Alors ça répond à la première question, je pense, c'est-à-dire c'est plutôt un aspect pratique parce que beaucoup d'acteurs ne savent pas s'ils sont réellement impactés, s'ils sont dans le cadre, pas dans le cadre. En plus, ça va se préciser, il y a des interprétations, on est vraiment dans l'environnement juridique. Donc là, ça devrait donner des éléments de précision importants. La deuxième chose, c'est l'esprit de la directive ou du règlement, parce qu'on parlait également de droit, mais là, on parle de Nice. L'esprit, c'est de travailler en écosystème. Donc, je ne vais pas peut-être être suffisamment précis en vous disant est-ce que vous êtes contraint ou pas, mais d'un point de vue écosystème, pour moi, vous l'êtes. C'est-à-dire que si vous opérez auprès d'entreprises qui sont soumises à ces réglementations, à ces directives, il est essentiel que vous vous mettez en conformité parce que, au-delà même du côté coercitif ou du côté, au-delà du fait que ça s'impose à vous, d'autres pourraient être dans un état sanitaire en termes de sécurité meilleur que vous et donc de fait devenir plus compétitif. Donc il me semble essentiel, même d'un point de vue purement business, puisque on parle aussi de ça, il est essentiel à mon sens que vous mettiez à niveau les choses qui doivent être à niveau, que vous optimisiez ce qui est à optimiser. Et puis je pense bien évidemment au côté opposable et au poids. Jocelyn en parlait tout à l'heure, c'est encore du papier ou encore des efforts à faire. Quand c'est pas organisé, c'est lourd. Et nous sommes comme vous en tant que cabinet de conseil, d'audit, d'expertise comptable, lorsque nous rentrons en relation avec des partenaires, avec des clients, des fournisseurs, on nous pose plein de questions pour savoir si on est sécurisé, si on répond aux bonnes pratiques. Et c'est cet esprit-là, c'est vraiment la montée en maturité sur le marché, la montée en puissance justement de la vigilance, voilà. Donc je répondrai de cette manière-là en tant que, et c'est une posture de conseil clairement que je peux vous donner. Merci beaucoup Jean-Philippe pour ta réponse. Denis, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat si ça a pu vous éclairer. Ou si je n'ai pas suffisamment éclairé les choses, bien sûr. Très bien, c'est important ensuite que on puisse continuer à aborder l'ensemble de ces moyens, parce que c'est, encore une fois, c'est à la fois lourd, c'est contraignant. Le décor, je pense, a été parfaitement rappelé à l'instant. Et donc, utiliser la data, utiliser ces technologies, justement pour être agile. Je reviens, je ne vais pas faire de la philosophie, mais c'est vraiment ce stress pendulum entre l'entreprise, l'organisation se défend versus se transforme. Il y a tout ce qui va la pousser vers l'avant et tout ce qui peut être un point en arrière. Il faut trouver justement l'équilibre pour transformer, comme je dirais de manière un peu bateau, le risque en opportunité, mais en tout cas ne pas faire de ces risques un poids supplémentaire, d'autant plus qu'un certain nombre d'efforts ont été déjà engagés. Donc il est essentiel d'utiliser ces différentes technologies. Alors Denis nous précise, merci pour la réponse détaillée. Il met oui, 100% d'accord, il faut considérer l'écosystème et aller vers la conformité, mais l'application peut influer sur les priorités. Absolument. Ah oui, ça c'est
Là, c'est vraiment le sujet du dirigeant, c'est qu'est-ce que je priorise? Absolument, absolument. Voilà, Jocelyn arrive, il est de retour et nous allons Ça y pouvoir est. reprendre le cours. Donc, vous voyez, tous les risques de sécurité ne sont pas toujours couverts, il y a toujours des imprévus, ça donne encore un petit peu de peps et de vivant à la situation. Et donc, me revoilà. Merci, mais j'ai aucun doute sur le fait que le plan de secours a dû prendre le relais tout à fait bien. Comme tu le dis, Jean-Philippe, vous voyez que les questions de sûreté et de sécurité informatique sont des problématiques permanentes. Voilà, très bien. J'ai perdu le contrôle sur le document. Ça y est. Ah, voilà, je te le rends, je Bon. pense. Voilà, donc l'enjeu, c'est de pouvoir socle technique, donc diligent, de pouvoir faire porter toutes les fonctions de contrôle et de conformité, de pouvoir faire collaborer toutes ces fonctions-là avec un atout considérable qui est une baisse du coût de la digitalisation de ces fonctions, hein, puisqu'on est sur un socle commun qui va nous permettre d'être très très efficace, notamment en termes de prix. Et puis surtout d'être très efficace en termes d'efficacité, puisque en partageant en fait un même environnement, bah, on parle tous le même langage, qu'on soit RSSI, qu'on soit DPO, qu'on soit auditeur, risk manager. Et donc ça crée beaucoup d'opportunités d'efficacité. Et notamment, vraiment la conclusion de ces démarches-là, bah, c'est beaucoup de sérénité du côté des opérationnels qui sont très nettement moins sollicités, puisque dès lors qu'une information a été saisie, déposée sur la plateforme, eh bien, elle sera de toute façon tout à fait réutilisable par l'ensemble des fonctions de contrôle et de conformité qui auront à les utiliser. Voilà. Donc, une technologie qui est pratique, facile à déployer, disponible en mode SaaS, avec une logique d'accès à la solution qui est simplifiée puisqu'on a standardisé la solution. Bien entendu, vous ne ressemblez pas à votre voisin. Donc, on va personnaliser bien évidemment la solution, l'adapter très finement à vos besoins, mais en respectant une logique de paramétrage. Donc, il n'y aura pas de développement lourd à faire autour de cette solution-là. On va venir tirer parti des capacités de paramétrage de cette plateforme en mode SaaS, qui va nous permettre de nous rapprocher le mieux possible de vos attentes fonctionnelles en tenant compte de vos réalités opérationnelles. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir mener un petit projet d'adaptation, donc qui va, en s'inspirant des méthodes d'agilité, nous permettre très très vite d'identifier ce qui va être clé dans le déploiement de la démarche. Donc, on va intervenir à la fois sur le fond des choses, donc quels sont les contrôles à mettre en place, comment accompagner la cartographie des risques, comment accompagner l'élaboration des politiques, le déploiement des politiques, et puis quel dispositif de contrôle mettre en place autour de tout ça. Donc vraiment un accompagnement de fond, et puis un accompagnement sur le process, et donc le système de management que l'on va pouvoir bâtir pour rendre tout ça le plus efficace possible. Voilà, avec une logique d'accompagnement qui peut être également disponible à plusieurs étages, puisque ça c'est un peu singulier dans le monde des outils de gouvernance, de risque, de conformité. On aime bien que nos clients mettent les mains dans le cambouis s'ils le souhaitent, donc deviennent autonomes avec la solution et puis soient en capacité de la gérer par eux-mêmes. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs packs d'accompagnement. Le pack Gourou, on vient vraiment vous guider sur l'essentiel et former des administrateurs fonctionnels qui vont mettre en place la solution par eux-mêmes. Le pack Startup, où là, on va vous aider à la mise en place, on va prendre en main cette mise en place, de façon à vous aider à sortir le projet le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions possibles. Et puis, on a la capacité aussi, bien entendu, d'accompagner en profondeur un projet avec, pourquoi pas, de la délégation d'audit, de la délégation
de responsable sécurité de l'information, et puis la construction de l'ensemble du dispositif et l'animation du projet au niveau global. Voilà, désolé pour cette petite interruption momentanée du son et de l'image. Notre présentation est désormais terminée. Est-ce qu'il y a des questions de votre côté? Alors, on avait commencé, Jocelyn, tu nous en veux pas, à prendre quelques questions pendant la petite D'accord, non, lecture. bien sûr. On a une question d'Olivier maintenant qui nous demande: est-ce que votre démarche s'appuie sur une cartographie des risques typiques, entre parenthèses, par secteur d'activité et ou orientée selon les réglementations? Alors oui, bien sûr, on va tenir compte des réglementations spécifiques, mais bien sûr que non, on ne va pas faire un copier-coller de la cartographie des risques du voisin. Donc on est entre les deux, c'est-à-dire que la démarche de cartographie, elle reste spécifique à votre entreprise. Elle peut être menée conjointement avec nous ou menée uniquement par vous sur un socle technologique qu'on vous aura fourni et implanté. Et bien entendu, en fonction de vos industries, donc j'ai cité les industries automobiles, on parlait du tertiaire financier, de la banque d'assurance au niveau de Dora. Bien entendu, tout ça est structuré pour pouvoir répondre à ces référentiels spécifiques. Merci Jocelyn pour ta réponse. Alors, L'objectif, pardon, excuse-moi. juste pour compléter, l'objectif, c'est véritablement de faire du sur-mesure en bénéficiant des standards, hein. C'est vraiment ça, et de digitaliser. Nos équipes, Jocelyn et moi, sont vraiment des consultants qui vont aller digitaliser. Donc, l'idée, c'est d'apporter le standard là où il est nécessaire et de peaufiner en sur-mesure là où c'est indispensable. Merci pour vos réponses. On a toujours Olivier qui nous demande: est-ce que l'analyse des données présentées se base sur des moteurs d'IA? Alors, oui, les analyses de données se basent sur des algorithmes de data science, effectivement. Donc, on peut intégrer ces algorithmes-là en cas de besoin. L'outil d'analyse de données va nous permettre aussi de nous interfacer. Et c'est vraiment sa grande qualité dans le cas d'usage qui nous occupe là, hein. Jean-Philippe l'a rappelé tout à l'heure. On est vraiment sur la problématique, quelque part, d'administration de la sécurité, de la gouvernance de la sécurité, de la gestion des risques et du suivi des actions de contrôle, des actions de maîtrise et des actions de remédiation qui doivent être faites. Donc, on n'est pas sur un outil qui va lui-même scanner des vulnérabilités, par exemple, mais par contre, lui, il a la capacité d'être interfacé avec un Rapid7, par exemple, qui est un scanner de vulnérabilité bien connu, et donc récupérer des événements qui remontent de ces sondes. Et du coup, notre outil aura la capacité de faire le tri dans les événements qui vont remonter. Donc des événements qui sont de nature à risque faible et puis des événements qui sont à risque très très élevé et qui vont occasionner des actes de gestion des risques particuliers au sein de l'outil. On va être plutôt sur une couche d'agrégation en fait et d'acquisition de données issues d'outils technologiques. Et c'est une des grandes plus-values d'ailleurs de la démarche, c'est que ça va permettre de donner du sens à tous les gestes techniques, notamment d'évaluation et de surveillance, qui sont faits par la filière SSI, par les techniciens, et donc de permettre de remonter les inputs de ces gestes techniques dans un environnement qui va plutôt dialoguer avec le management de l'entreprise. Donc, quelque part, donner du sens. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Olivier, je ne sais pas si, en tous les cas, on a répondu à vos interrogations. Et pour les autres, n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut
Peut-être je vais rappeler dans tous les cas, s'il n'y a pas de questions là tout de suite maintenant, vous l'aurez compris, Jocelyn et moi-même, nous tenons à votre disposition pour parler de vos situations particulières et générales sur l'ensemble de ces sujets. On aura grand plaisir justement à vous aider dans vos réflexions, à explorer ces sujets et puis à bâtir des solutions le cas échéant. Merci Alors, à tous pour votre attention. pardon, mais j'en profite, on a Olivier qui nous demandait combien de temps pour déployer en moyenne. En moyenne, 2 mois, 2 mois et demi pour déployer la solution sur les socles standards. Donc sur une organisation qui est qui a déjà un certain seuil de maturité, atteint un certain seuil de maturité, on va pouvoir digitaliser cette organisation en 2 mois et demi. Après, si votre organisation a besoin de structurer sa filière SSI avant d'être en capacité de répondre aux impératifs de NIS 2, par exemple, forcément, il va falloir accompagner la montée à maturité. Alors, il nous demande si Agile, est-ce qu'on procède par plusieurs sprints et quelle durée de sprint? Oui, alors l'idée c'est que on va phaser en fait le projet en 3 grandes phases. La première, c'est la phase de conception. Donc bien entendu, la plateforme, elle, est conçue. Donc la phase de conception pour nous, c'est comprendre votre environnement, comprendre les référentiels auxquels vous voulez vous conformer, comprendre les données à collecter, les parties prenantes, l'organisation, la granularité de l'organisation. Donc ça, cette phase de conception, s'étale en général sur 3 semaines. Donc on va faire 3 sprints de conception basés sur des ateliers qui vont nous permettre de converger, en fait, de rapprocher le paramétrage de la plateforme de votre réalité opérationnelle. Après, va s'en suivre des travaux de paramétrage proprement parlé de la plateforme. Donc, on va activer les paramètres nécessaires pour pouvoir intégrer pleinement votre démarche. Là, on peut compter aussi, ça va dépendre un peu de l'effort de paramétrage, mais entre 3 et 4 semaines de construction du paramétrage. Puis après, on est dans la phase d'appropriation client, donc une phase de recette où on vérifie ensemble que tous les processus qui ont été bâtis conviennent. Et puis, donc dans cette phase d'appropriation, on va aussi conduire des travaux de formation des administrateurs fonctionnels et de construction de la documentation technique et des manuels utilisateurs pour pouvoir vous permettre d'associer très largement en fait tous les utilisateurs de la solution au sein de l'organisation. Merci beaucoup. Écoutez, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Effectivement, on reste bien évidemment à votre disposition si vous en aviez à l'issue de la présentation. Et comme je le disais, je vous ai mis un lien dans le chat pour nous faire part de votre demande d'être contacté à l'issue du webinaire, qui sera d'ailleurs disponible en replay. Donc voilà, il nous reste à vous remercier pour votre participation et puis à vous souhaiter une bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Un grand merci. Bonne journée à tous. Merci.